Salut à tous, c'est Anthony, professeur de PS et passionné de sport et de musculation depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Lucas Guif, donc entraînement biceps-triceps avec Airsoviac. Alors, Lucas, je connais. Airsoviac, je connais de nom, mais j'ai jamais trop vu. Et donc, j'ai pas encore vu la vidéo, mais il y a l'air d'avoir des choses très intéressantes, hein. J'ai survolé un peu les images. Donc, c'est parti et let's go! Si par contre tu flexes tes perfs sur des mouvements et que t'as pas de physique, tu sais ce que tu es en train d'avouer là? Que t'as pas compris la culture physique, t'as pas compris l'hypertrophie. Parce qu'on voit partout des gens qui mettent en avant leur performance sur certains mouvements, tout en étant dans la sphère de la culture physique, et se moquer des gens qui ont pourtant des résultats, mais beaucoup moins de performance, qui les traitent de faibles. Est-ce que c'est, bon, la génétique a sa part, mais est-ce que c'est pas un aveu justement de la part de ces personnes qui n'ont pas compris comment fonctionne l'hypertrophie, la gestion du volume et l'optimisation de ces progrès? Moi, je pense que si. Alors, Waouh! Alors là, l'intro, elle est pépite parce que là, j'ai déjà plein de choses à dire. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de choses à réagir et j'attends un peu de les écouter parler et puis on mettra pause au moment stratégique. Bonjour et bienvenue. C'est la meilleure chaîne du fitness français, comme d'hab. Aujourd'hui, on va Non, la meilleure chaîne du fitness français, c'est moi. Voilà. et que dans le cas de Lucas, autant les pecs, il a très très bien fait le taf, autant pour les bras, en fait, il a jamais eu de problème. Donc moi, j'étais toujours très jaloux de lui pour ça, notamment grâce au forum SP à l'époque. Et aujourd'hui, du coup, l'objectif, c'est de faire une séance qui me permet de mêler mes deux points faibles, mais aussi, surtout, d'agrémenter selon les problèmes articulaires et les problèmes de, vous faites la base et ça ne fonctionne pas. Ou ça fonctionne, mais ça vous fait mal. Donc le premier truc qu'on fait, Lucas, du coup, il fait du close grip à la Smith. Moi, je vais faire du reverse grip, donc du développé couché en supination. Alors, il y a deux raisons principales pour lesquelles je fais ça. La première, le développé couché, ça a été une bête noire et ça m'a surtout fait les épaules. Il fallait une variante où je fais déjà plus les pecs, si possible, et où je fais les triceps. Le close grip, ça m'allait très très bien jusqu'à ce que je puisse faire 120 kg et après mes épaules me faisaient trop mal. En supi, je n'ai pas ce problème, donc je peux monter à 130, 140 sans souci, en tout cas pour l'instant. Et le fait que vous êtes en supination permet, alors déjà de 1, de ne pas forcer l'articulation de l'épaule à être en tension, en rotation interne, comme on peut le faire en bench normal. Donc vous êtes sur les rotateurs externes. Et deuxièmement, la technique elle-même, quand on en croit du coup les inventeurs, donc années 80, c'est des powerlifters qui faisaient ce mouvement-là, mais en fait c'est de ramener la barre sur le haut des pecs, pas sur le bas, sur le haut des abdos. Et en fait c'est tout droit. C'est pas un lift comme on fait d'habitude de la barre, c'est juste pousser tout droit. Donc la Smith, elle s'y prête extrêmement bien du coup. Et quand on fait que tout droit, c'est que de la flexion-extension de coude, donc c'est full triceps. Et il y a quand même un tout petit peu d'adduction de coude comme ça, donc on est plutôt aussi sur les pecs, mais ça va plutôt être sur le haut de pec. Un truc en plus avec la gueule de ma cage thoracique, je tends à manquer, en tout cas visuellement. Donc ça me fait en commande anglais, ça me dit three birds in one stone. Et du coup, je l'ai proposé à Lucas, il fait ce Smith close grip parce que du coup, la supination n'est pas son fort. c'est intéressant ça, tu vois. Ouais, mais si jamais pour quelconque raison vous voulez essayer, en fait, c'est pas une vraie supination, vous n'êtes pas censé être comme ça sous la barre. En fait, vous êtes de travers, je le montrerai tout à l'heure en détail, puis jamais si vous essayez juste une série en speed. Avec ça, je fais un truc un peu à Onegin avec des élastiques. En fait, j'ai fait une grosse tendinite pendant presque un an au coude, un espèce de tennis elbow un peu bizarre. Donc j'avais pas mal là, j'avais mal là, dans le bras cordial. Tout ce qui était neutre et pronation, je ne pouvais plus faire, mais que en flexion. Tout ce qui était dos et triceps, j'avais pas de problème. Et avec le guide des blessures de la Vegundy, je me suis rendu compte que du coup c'était un problème sûrement d'équilibre entre le radius et l'ulna, et des muscles du coup de pronation et de supination. Donc je suis avec mes élastiques, et en fait je fais la supination, je fais la pronation, et ça fait échauffement préab, réab, et en même temps ça renforce la zone. Et du coup après quand on ira sur des vrais curls un peu plus lourds et du travail plus spécifique, j'aurai plus de problème. Et je fais littéralement ça depuis des mois et ça m'a sauvé. J'adorerais. Alors là, il y a trop de choses à dire. Alors déjà, on va revenir sur cet exercice. Bon, déjà, j'ai pas tout compris parce que il parle de pec bras, là, il parle de biceps triceps, donc on sait pas où va la séance. Il parle aussi d'épaule. Qu'est-ce qu'ils font? Là, je comprends pas ce qu'ils travaillent. Mais si on en croit le titre de la vidéo, biceps triceps, et même on va prendre les pecs. Pec, on va dire la pec triceps. Bon, cet exercice, je le conseille pas. Voilà, je vous le dis la vérité, je le conseille pas. Pourquoi? Parce que déjà, il faut avoir une super morpho pour faire ça. Un développé en supination, là, vous allez vous faire des douleurs, que ce soit au poignet, au coude, à l'épaule. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit, Erso Viac? Bah, il nous dit qu'il a des tendinites. Donc en fait, il est en train de nous conseiller un exercice déjà qui est un peu farfelu, même si c'est un exercice qui est un peu connu hein, dans le monde de la muscu, du power. Mais voilà, c'est pas un exercice très efficace, je vous dis la vérité.
Et en plus de ça, après, il nous dit il a des tendinites depuis 1 an. Donc voilà, est-ce que vous avez envie d'écouter un mec qui est blessé? Je sais pas. Après, il dit, voilà, je fais ça pour travailler les pecs et les triceps. Alors, faut savoir que les triceps, quand on est en, on va dire, une prise supination, qu'on fait des extensions de bras prise supination, c'est-à-dire paume de main face à soi, on travaille plutôt la portion courte du triceps. Donc là, j'ai pas de schéma, mais la portion courte du triceps, on l'a vu dans ma vidéo analyse Samuel Hartmann, c'est la portion qui est en dessous la longue portion du triceps. Donc en fait, c'est pas la portion qui donne le plus de volume, et chez certaines personnes qui ont une longue portion très longue, cette portion courte du triceps, elle est invisible, parce que la longue portion recouvre cette petite portion. Donc faire des extensions triceps en prise supination, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très très peu efficace. Et là, c'est un peu ce qu'il fait sur le mouvement, en fait. Deuxièmement, le fait d'être en supination pour les pecs. Voilà, il disait l'humérus, du coup, et l'épaule n'est pas en rotation interne. Et on sait que le pec est rotateur interne de l'épaule. Donc pour contracter le pec, il faut faire une rotation interne. Mais je peux comprendre que ça lui fasse mal aux épaules, surtout quand il fait des exercices farfelus comme ça. Le fait d'être en supination dans son développé, il va être un peu plus, on peut penser qu'il va être un peu plus aligné avec les fibres claviculaires du grand pectoral, mais en réalité c'est faux, parce que là on voit bien qu'il est vraiment aligné avec l'épaule. Et on verra tout à l'heure quand il fera l'exercice. Mais quand il est en supination, c'est vraiment l'épaule là qui va être étirée et dans l'alignement des fibres de l'épaule. C'est pour ça que je fais un exemple avec un autre exercice, le développé Arnold. C'est comme un développé assis aux haltères, sauf que quand il redescend, il est en supination. Pourquoi? Parce qu'on étire beaucoup plus le faisceau claviculaire. Donc, pour les pecs, cet exercice 2 sur 10. Pour les triceps, 2 sur 10. Hein. Je suis désolé, enfin, je le conseille absolument pas. Ne le faites pas. Je pense qu'ils vont continuer de reparler sur cet exercice plus tard. Et j'aurai d'autres choses à dire. Mais pour l'instant, voilà, je vous dis, ne faites pas cet exercice, que ce soit pour développer vos pecs ou vos triceps. Alors lui, il disait qu'il sentait plus les épaules sur un coucher, c'est normal. Parce que il a pas fort. Alors après, j'ai pas analysé sa morpho, mais il a il a un point fort épaule. Il a pas l'air d'avoir une grosse cage thoracique, donc c'est évident. Et là, tiens, bon, j'avancerai, hein, je remettrai où on en était tout à l'heure, mais il parlait de gun deal et tout, et ça, j'adore. Enfin, ça, c'est vraiment un truc typique de Lucas, j'ai déjà entendu, et lui, il a l'air d'être un peu pareil. C'est qu'ils vont citer des gros noms du fit game, enfin, c'est même pas des gens du fit game, mais des gros noms dans le milieu de la musculation, comme Gundil, comme Delavier, pour appuyer leurs propos. En fait, c'est des arguments d'autorité. Et il dit, voilà, je me suis renseigné dans le livre des blessures, en fait, ça vient de l'ulna, donc c'est les os de l'avant-bras, hein, pour ceux qui ne savent pas. L'ulna, ça s'appelait cubitus avant. Il y a radius et ulna. C'est les deux os de l'avant-bras, tout simplement. Et ouais, du coup, je pense que ça vient de là et je fais ça. Et donc, en fait, là, c'est à la fois un argument d'autorité en mode je m'appuie sur des grands noms du milieu de la musculation en France pour dire que j'ai des compétences et j'apprends des meilleurs et je m'y connais. Sauf qu'en réalité, si on parlait des entraînements de Lucas et d'Ersoviac à Gundil et Delavier, je pense pas qu'ils valideraient tout ce qu'ils font. Euh, c'est comme si moi je dis ah ouais ouais j'ai lu le bouquin de Intel et du coup et puis là je donne un conseil qui a pas grand chose à voir quoi. Mais bon, allez, on va retourner à ce que Lucas allait dire. J'aurais plus de problème. Et je fais littéralement ça depuis des mois et ça m'a sauvé. J'adorerais pouvoir, comme d'habitude, faire les mouvements qui sont proposés par les gens avec qui je m'entraîne. Le seul truc, c'est que pour moi, la supination, c'est vraiment une bête noire. Parce que autant j'ai de la facilité sur la pronation, donc je suis hyper pronateur. Par contre, pas du tout hyper axe, quoi. J'arriverai jamais à avoir une vraie suppi. Ça, c'est vraiment, je suis en train de forcer avec le shaker pour essayer d'avoir la paume ouverte. Donc c'est comme ça que je m'étais fait ma toute première blessure en musculation, la première année, en faisant du curl barre droite en l'occurrence, qui m'avait empêché de fermer la main pendant une semaine et demie, un truc comme ça, donc tu balises un peu, tu commences la musculation, et qui m'avait aussi défoncé, je sais pas, tendon, je sais même plus, au niveau du coude. Donc depuis, j'essaye d'éviter un maximum, je suis toujours en neutre au possible, mais de ce que j'ai entendu, il se met déjà un petit peu en neutre, ouais, un peu plus en fait, entre neutre supination que Mais qu'est-ce qu'il raconte? Non mais ils font du développé supination sur une barre droite. Ils sont sur une barre droite. Si tu veux bien saisir la barre droite, tu seras en supination. Si tu commences à vouloir te mettre à moitié en neutre, à moitié en machin, là, sur une barre droite, tu vas mal saisir la barre. Donc pour moi, c'est du bricolage leur exercice. Par contre, c'est vrai que l'intervention de Lucas, elle permet de nuancer et elle est bien chez les personnes qui vont comprendre la nuance.
c'est que finalement cet exercice il n'est pas fait pour tout le monde. Lucas il est en train de le dire, lui il est incapable de le faire. Et quand il a fait des exercices en full supination, quand il débutait, il a eu des gros problèmes de coude et de main, là, apparemment. Et Arsoviak, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, il a des tendinites au coude, enfin aux os de l'avant-bras. Enfin, pas des tendinites, mais des problèmes, quoi. Je veux dire, moi, un mec qui me conseille, encore une fois, un mec qui me conseille un exercice et qui est blessé, et qu'en plus de ça, l'exercice, c'est un exercice qu'on voit pas tout le temps, un peu inventé, etc., et je l'écoute pas. Complexe situation de mobilité. Tu peux venir vite fait, Gilles, tu montres au niveau des mains. En fait, du coup, pour faire le mouvement correctement, le truc qu'on se dit souvent, c'est les hypertriceps, donc je vais prendre serré. Le problème, c'est que là, on le voit déjà bien, comme j'ai un valgus et que j'ai aussi du mal avec la souplesse. Alors là, très intéressant, il vient de dire qu'il a un valgus. Et si tu as un valgus, tu fais pas des exercices supination. Euh, Bon, alors par contre, il a dit qu'il veut travailler les triceps, donc a priori, on serait sur les triceps. Là, la main, elle est pas du tout. Donc, j'attends qu'ils disent la suite, mais si on, là, il parle de triceps. Donc, est-ce que là, vraiment, quand vous le regardez faire, vous vous dites, ah ouais, ouais, là, c'est une séance bras, là, il travaille les triceps. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres exercices plus pertinents pour travailler les triceps sérieusement? Donc on se dirait, faut forcer là. Et là, ça va nous faire mal. Parce que rien qui est aligné au niveau de la résistance. En fait, Ok, donc déjà, là, il parle d'une position classique. Il dit, là, si je fais ça, ça va me faire mal. Donc, il est sur un exercice qui lui fait mal, en, en exécution classique, normale, réglementaire, on va dire. Et là, il va chercher à modifier l'exécution, je pense, hein, pour montrer comment il fait pour pas que ça lui fasse mal. Et t'as un exercice qui te fait mal, surtout si c'est un exercice comme ça qui est un peu bidouillé, inventé, slash inutile, tu changes d'exo. Voilà, tout simplement. ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait, il faut prendre le plus large possible pour caler la main toute symmétrique, non pas full supli comme ça, mais juste là. Et après, on rapproche jusqu'à trouver un angle, c'est au niveau du coude et l'alignement de l'avant-bras par rapport à la barre. Ok, donc poignet cassé, déjà. Deuxièmement, il écarte bien les mains, ça veut dire qu'il les met proches des racks. Ça veut dire qu'il peut facilement, quand il va raquer la barre, se coincer un pouce, un doigt, donc c'est dangereux. On va écouter la suite. Pour moi, c'est pas Non mais regardez, non mais sérieux. et ça dépend de la longueur de bras. En plus, il lève la tête pendant qu'il exécute. Grosse erreur d'exécution, qui met une grosse tension sur les cervicales. Vraiment, les préférences de tout à chacun, la mobilité, tout ça. Mais donc, du coup, la main, c'est du développé en supination, mais on n'est pas comme ça. On est là, en fait. Et elle est calée sur la paume. Limite. Ouais, donc en fait, t'es pas vraiment en supination, donc tu prends une barre droite, mais t'essayes de modifier la prise. C'est très nocif pour les poignets, les avant-bras et les coudes, quoi. Oh là là. Les doigts, ça changerait presque rien. Notamment à l'Afrique, en plus. Donc, quand vous faites ce mouvement-là, déjà, je vous conseille de le faire à l'Afrique, si vous l'essayez. Il y a plus de stabilité, de sécurité. Mais techniquement, en libre, c'est même encore mieux. Ouais, c'est intéressant en tout cas. On voit effectivement, tu avais ton épaule avec la rotation externe, du coup, plus qu'interne, elle est tranquille. Tu as vraiment l'impression que c'est une extension. Je sens rien du tout. Ça, Mais pourquoi tu fais pas une extension triceps à la poulie si vraiment tu veux la faire en supination? Tu la fais en unilatéral à la poulie si vraiment tu veux faire une extension triceps en supination. Pourquoi tu vas faire un exercice comme ça où tu vas te blesser? Parce que t'es blessé, t'es déjà blessé, mec, t'as déjà des tendinites, tu l'as dit en début de vidéo. en bench normal, j'aurais un tout petit peu. Donc, moi, il n'y a pas trop de. Et tu parles de bench normal, mais là tu fais des... Tu fais quoi? Tu fais les pecs, tu fais les bras? Je sais pas où on va là en fait. Dans l'histoire ici, même s'il y en a forcément parce que c'est un poids articulaire, j'essaie vraiment de maximiser l'amplitude de coude ici, plus que d'épaule, même s'il y a de l'épaule forcément. Ok, là c'est un mouvement qui ressemble, c'est pratiquement du California Press au Californian Press. Je sais plus s'il y a un N à la fin, bref. Sur une Smith Machine. En fait, le Californian Press, c'est une sorte de barre front et un mix entre le barre front et le couché développé couché prise serré. Où on va descendre la barre sur le haut des pecs. Donc on va faire une grosse flexion de coude et en même temps on va faire un mouvement de presse, de poussée. Moi, c'est pas un mouvement forcément que je peux conseiller, même si ça m'arrive de le faire. Enfin, je l'ai déjà fait, mais moi j'ai un point fort bras. Enfin bon, moi j'ai un contexte anatomique qui me permet de le faire, mais c'est pas le mouvement le plus efficace et ça met beaucoup beaucoup de tension à la fois sur les poignets, à la fois sur les coudes. Il y aura du pec aussi.
et de l'épaule, mais ma cible première, ça reste vraiment le triceps. Ce que je fais pour un peu augmenter justement ce mouvement de coude, moi, c'est que je la JM un peu, donc JM presque, histoire d'avoir en fait la barre qui monte un peu plus haut sur ma poitrine et me retrouver en fait avec, au lieu d'avoir un angle comme ça sur le coude, avoir un angle comme ça sur le coude. Et vraiment, ça de différence au niveau de l'angle, ça fait toute la différence. Ça fait que tu as un mouvement qui est plus pro triceps ou pro pectoraux. Et tu vois, vous qui avez peut-être des pectoraux en point fort et qui refusez de faire du développé couché serré, on va dire traditionnel, parce que vous sentez trop vos pectoraux, vous prenez trop des pectoraux, c'est pas vraiment un problème en fait. Mais bref, vous pouvez justement créer un nouveau mouvement qui a votre nom, on va dire, développé couché serré, je vais t'appeler Antoine, qui a un angle un petit peu différent, une position de barre un petit peu différente que ce qui est proposé sur le papier. Parce que ce qui est proposé sur le papier, c'est le mouvement traditionnel qui peut-être ne te convient pas parce que tu as une morpho anat qui est un peu différent du bonhomme traditionnel qui a été mis sur le bouquin. Et tu sais, moi, j'ai beaucoup été critiqué pour ça, mais j'ai toujours fait ça, et ça a toujours marché, j'ai toujours adoré, donc je continue de le faire et de vous le partager, c'est créer des mouvements bâtards, créer des mouvements hybrides de partout. Le fly press, bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais j'ai aimé le faire en fait. Et pareil, le JM, sans savoir que ça s'appelait JM, moi je le faisais également à l'époque, parce que tu sais, j'aimais bien tout avoir en fait. Un mouvement polyarticulaire, mais qui va être proche de l'isolation pour pouvoir mettre une emphase sur un muscle en particulier qui pourtant, malgré ma morpho-anatomie, n'est pas censé être mis en avant. Tu vois. Voilà, je me surpose parce que là, il y a trop de choses à dire. Alors, désolé, je rigole parce que oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible. Franchement, il faut faire des vidéos réactions quand il y a des vidéos comme ça qui se font parce que c'est quand même un mec qui est beaucoup suivi par beaucoup de débutants, par une nouvelle génération de mecs qui commencent la salle. Et là, c'est pas possible en fait ce qu'il dit. C'est pas possible. Et il se place un peu comme ça en gourou là. Moi, il y a trop d'erreurs quoi. Donc, premièrement, ne cherchez pas à inventer des exos. Comme il dit, effectivement, les exercices classiques de musculation avec l'exécution classique, traditionnelle, effectivement, ils vont pas convenir à tout le monde. Par exemple, on va dire que le développé couché, ça doit s'exécuter comme ça, mais il y en a quand, en l'exécutant comme ça, ils vont ressentir plus les épaules, plus les triceps, plus les pecs. Pareil pour le squat, il y en a, ils vont ressentir plus les fessiers, plus les quadriceps, etc., etc. Et il y en a, ils vont même pas réussir à faire l'exécution traditionnelle du mouvement parce qu'ils n'ont pas les capacités en termes de mobilité et voilà, articulaire. Donc, il a raison quand il dit que des fois, il faut adapter les exécutions des exercices polyarticulaires. Mais il y a adapter et il y a inventer un exercice. Par exemple, sur un squat, ouais, tu vas pas descendre trop bas. Toi, tu vas descendre à cette hauteur. Sur un développé couché, on va réduire l'amplitude basse parce que tu n'as pas la mobilité pour y aller, parce qu'à partir de là, c'est ton épaule qui va trop s'étirer, etc., etc. Et même moi, j'aurais tendance à dire que si l'exercice ne te convient pas, tu n'as pas la mobilité pour faire l'exercice, il faut que tu fasses deux choses. Premièrement, que tu changes d'exercice pour prendre un exercice qui te cause pas de soucis, parce qu'il y a une tonne d'exercices en musculation, surtout maintenant avec les machines, il y a vraiment une tonne de variables, donc tu peux trouver un exercice qui te convient parfaitement, et à côté, il faut t'entraîner en mobilité pour pouvoir avoir la capacité de faire l'exercice. Si c'est un problème de mobilité, etc. hein. Après, si c'est un problème de recrutement, parce que c'est un point faible, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos, tu as juste à trouver le bon exercice. Voilà, ensuite il parle de faire un mouvement polyarticulaire qui se rapproche d'un mouvement d'isolation, etc. Oh là là, et sérieux. Si c'est un mouvement polyarticulaire, il va solliciter plusieurs articulations, c'est tout. Après, en fonction de tes préférences anatomiques, il y aura forcément un muscle qui sera beaucoup plus sollicité que les autres. Mais il y aura forcément plusieurs muscles qui seront sollicités. Donc ça veut rien dire ce qu'il dit. Euh, Ça veut rien dire, je vous jure. Et là, le mouvement qu'il fait, c'est un California Press. Donc c'est un mouvement triceps. Après, forcément, il y a un peu les pecs qui interviennent parce que c'est un mouvement de poussée. Mais voilà, moi, si je fais un développé couché, je sais que ça sollicite mes pecs et mes triceps, un peu moins mes épaules par rapport à ma morpho-anatomie. Et si je limite l'amplitude dans la phase concentrique et que je m'arrête un peu à la parallèle, je vais être 100% sur les pecs parce que moi, j'ai des bras longs, donc mes triceps interviennent en fin de mouvement. Mais même si je vais pas être 100% sur les pecs, je vais être à 90% sur les pecs, parce que forcément mes triceps et mes épaules travaillent un peu. Donc à partir du moment où vous faites un exercice polyarticulaire, tous les muscles qui sont reliés aux articulations qui participent au mouvement vont être sollicités. Maintenant, en fonction de votre morpho-anatomie, il y en aura qui seront plus
sollicités que d'autres. Il y aura des muscles qui seront plus sollicités que d'autres. Mais ça veut rien dire faire un exo polyarticulaire qui se rapproche de l'isolation. En fait, c'est ce qu'on doit faire de base. Si tu choisis des exos qui sont adaptés à toi, même s'il est polyarticulaire, il sollicitera majoritairement le muscle que tu veux cibler. Moi, j'espère que je parle pas trop là, mais franchement, il y a trop de trucs à dire, quoi. C'est pas possible. Le truc que j'ai toujours voulu faire, et je me suis du coup permis de transformer des mouvements pour justement atteindre ce but. Et en vrai, ça marche plutôt bien, mais tu verras quand tu fais ça, bah, tu vas avoir une pression sociale de débile qui, tu sais, les gens ne comprennent pas, donc ils critiquent. Et franchement, tu sais quoi, Erso, il est connu pour ça. Pour moi, tu sais quoi, j'ai deux inspirations dans le training, autant au niveau de la philosophie que des mouvements. C'est Michael Gundil et Erso. À chaque fois, Erso, il a... Alors, je fais une petite parenthèse avant qu'ils disent la suite. McEngledeal, il s'entraîne essentiellement sur machine, mais c'est un mec qui est un peu bricoleur, il a l'habitude de modifier un peu les machines, de les bricoler un peu pour les adapter à lui. Mais il transforme pas un exercice. Il transforme pas l'exercice, c'est juste qu'il va bricoler la machine pour qu'elle soit mieux adaptée à lui et biomécaniquement beaucoup plus efficace. Il faut bien préciser le contexte, hein, parce que là il cite Michael Gundil en disant c'est ce genre d'argument d'autorité où il va le citer pour dire voilà ce que je fais et je m'inspire de lui, donc en fait je suis un peu comme lui. Non, non, c'est pas ce qu'il fait. Sans me parler, hein, juste en le regardant, donc il est inspirant là-dedans, il a énormément inspiré mon parcours et mon training. J'ai juste besoin de regarder ce qu'il fait pour me dire putain, c'est vrai. Et tu vois, au premier abord, tu regarderais les mouvements, par exemple, je suis sûr, tu vois, aujourd'hui il va faire du développé couché supination, il y a forcément, c'est quoi, je vais dire comme Michael Gundil, un petit poussin qui va critiquer le fait qu'Erso il fasse ça. Au premier abord, tu te dirais c'est pas nécessaire de faire ça, et que si tu cherches la petite bête, tu vas trouver un truc qui sur le papier. C'est pas chercher la petite bête. Le mec, il le dit en début de vidéo, il est blessé. Et toi, tu le dis, si tu fais ça, tu vas te blesser, et quand tu l'as fait, tu t'es blessé. C'est pas chercher la petite bête. Hein. Ne convient pas à ta narrative qui est de peut-être développer tes pectoraux avec une certaine rotation externe parce que tu sais quoi. Attends, il parle de développer les pecs, développer les triceps. Moi, je sais plus ce qu'il travaille. Hein. Rotation interne de l'épaule, ça va contracter le petit pec, c'est un petit peu mieux avec le pectoral, blablabla. Mais tu vois, quand tu as tout le contexte avec les blessures et que tu arrives à faire à la fois un exercice qui est parfait pour ton coude et ton épaule, donc les articulations, et ton triceps, et quand même tes pectoraux, et donc du coup te permet de faire comme un mouvement polyarticulaire pour les pectoraux, même s'il y a moins de pectoraux que dans la cible principale avec le développé couché serré, bah tu obtiens un mouvement parfait. Mais tu as vu le massif contexte, le lourd contexte qu'il y a derrière. En gros, c'est ce truc-là. Oui, bien sûr, dans tout conseil de musculation, faut contextualiser. Et c'est exactement ce que je fais avec ces vidéos réactions et analyses. C'est que j'essaye d'analyser ce qu'ils font par rapport à eux et tout. Mais là, je suis désolé, cet exercice, il y a beaucoup mieux, en fait. Il y a beaucoup mieux. Déjà, tu ferais du développé couché aux haltères légèrement en supination, ça serait beaucoup plus naturel. Rien que ça, rien que ça. Et tu n'aurais pas besoin d'aller chercher loin sur la Smith, de prendre la barre d'une telle façon pour pas être complètement en supination. Non, t'es aux haltères, c'est beaucoup plus naturel. Voilà, déjà, premier point. Et la solution, donc ce mouvement-là, c'est la solution d'Erso pour répondre à tout son CV. En gros, son CV, c'est des douleurs un petit peu partout. Et c'est un Et pourquoi il a des douleurs un petit peu partout? Posez-vous des questions, les gars. de développement quand il ne fait pas de mouvement polyarticulaire. Donc il a réussi à trouver un mouvement, enfin il s'est inspiré des powerlifters comme il disait, qui lui permettait de, malgré son lourd CV avec blessures, galères morpho-anatomiques pour développer les pectoraux, etc., de quand même continuer à faire tout ça. Donc creuse. Et les gars, soit vous êtes trompés, parce que là, il parle de développer les pectoraux, dans le titre, il marque biceps, triceps. Moi, je sais pas. Hein. Là, vous partez dans tous les sens pour moi. Ne te laisse pas influencer par les fameux petits poussins qui ne font que survoler une tactique sans chercher à comprendre pourquoi la personne fait ça. Sans regarder le résultat aussi, parce que va le critiquer. Essaye. Argument bidon d'autorité. Il parle de petits poussins, donc pour désigner les petits débutants qui vont... parce qu'il sait très bien que là, un exercice comme ça va faire réagir. Et il dit, ouais, essaye de le critiquer en mode regarde son physique. Déjà, si les meilleurs entraîneurs, c'était les meilleurs athlètes, ça se saurait. Et regardez dans n'importe quel sport dans l'histoire, les meilleurs entraîneurs, c'est pas les meilleurs athlètes. Premier point. Et deuxième point, si on suit ce raisonnement, ça veut dire qu'en fait, même eux, on les écoute pas, parce qu'il y a plus musclé qu'eux, donc il faudrait écouter les autres. Enfin, quand on sait que la musculation, c'est un sport qui est très déterminé génétiquement, est-ce que c'est pertinent d'écouter quelqu'un qui est très musclé, qui a pas forcément cherché
ait eu besoin de réfléchir sur son entraînement pour être très musclé, ou est-ce que c'est pertinent d'écouter quelqu'un qui se creusait la tête parce que lui, il a des difficultés génétiques? Et dernièrement, dernière chose, il y en a, leurs objectifs, c'est pas d'être ultra balèze. Il y en a, c'est avant tout d'être en bonne santé, d'avoir assez de force et assez de masse musculaire pour bien vieillir. Et ça, ce qu'ils ont là, c'est trop. Là, ils vieillissent. Avec ce genre de masse musculaire-là, ils vont pas bien vieillir. Voilà. Là, sur place, si je grappe 1 kilo, frère, je peux. Oh, mais à mon avis, il viendra pas. À mon avis, si j'ai 500 grammes encore, c'est pas vrai. Donc ouais, on est tous les deux. Moi, je suis à 85,5. Lui, il est proche des 87, aussi, il dit pas de bêtises. 88 presque. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'on est censé être assez fort aujourd'hui. Pas dégueu, ça, un peu. Pour faire des développés et avoir des charges correctes. Hein. Donc tout est relatif, je le sais. Mais normalement, on pète la forme. Et ça se traduit par des performances qui te pètent le crâne. On va essayer, en tout cas. Aujourd'hui, moi, je vais faire mon volume bras. Comme vous le savez, j'ai un système un peu modulable. Donc, je peux faire un peu ce que je veux. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on avait prévu de faire les bras avec l'assaut et un peu de pec. Enfin, je vais faire un peu d'épaule, du coup. Donc, du coup, moi, normalement, je mets des biceps avec les pectoraux que vous avez déjà vu comme séance, hein, normalement, sur les vidéos. Vous regardez les vidéos. Mais aujourd'hui, on met tous les bras. Donc, du développé couché serré. J'aurai aussi de la... Enfin, ce qu'on va faire avec Arso. Peut-être j'aurai des tractions spination au moment. Mais en tout cas, l'idée de cette séance avec Arso, ça va être autour du bras. Oui, tu vas avoir un peu de développé, donc directement et indirectement, il y aura un peu de pectoraux, il y aura un petit peu d'épaule. Mais le principal aujourd'hui, l'idée principale en tout cas, c'est d'avoir des bras, mon pote. Un truc de fou et que tu puisses choper quelques petits tips avec Arso parce qu'il a plein de choses à dire dessus. C'est ça la première chose. Ok, donc séance bras. Ok, et là, ils viennent de clarifier les choses. Donc, tous les arguments qu'ils ont utilisés pour parler de développement de pec ou d'épaule, c'est jeté à la poubelle, parce que là, on se concentre sur les bras. Prendre 2, 3. Tu vois, c'est déjà pas mal. En vrai, c'est déjà pas mal comme value, ça, je trouve. Tu le mets. C'est vrai que c'est beaucoup, là, il y a 120, hein, 60 kilos par côté. Et moi, je pose une réflexion ici. Est-ce que le but, c'est de soulever le plus lourd possible pour être le plus musclé possible? Ou est-ce que le but, c'est d'être le plus musclé possible en réussissant à soulever le moins lourd possible? Je m'explique. Plus vous allez soulever lourd, plus vous risquez de vous blesser. Parce que votre corps, il n'est pas fait pour soulever lourd. Et enfin, il faut avoir de la force, mais là, c'est beaucoup, beaucoup de force. 120 kilos, c'est énorme en réalité pour le corps humain. Est-ce que moi je préfère avoir le même résultat physique en soulevant 2 fois moins lourd. Ça veut dire que j'ai 2 fois moins de risque de me blesser. Ça, c'est le premier point. Mais je ne veux pas avoir le même physique qu'eux. Ça m'intéresse pas. C'est pas du tout bien pour la longévité. Le plus lourd possible pour rester dans ta fourchette, donc on va aux alentours au minimum de 5. Et get les bras sources. Ouais. Tu vois, souvent Antoine il dit ok, c'est bien cool de parler tout le temps là. Chaud, c'est pas mal aussi. Hein. Et ça, en l'occurrence, c'est du chaud. Je sais même pas si je vais le faire. Ça, c'est vraiment typique de la musculation. C'est qu'en musculation, on va avoir toujours tendance à écouter celui qui a les meilleurs résultats, celui à qui on veut ressembler, etc., alors que c'est très déterminé génétiquement. Et je repose ma question ici, répondez-moi en commentaire. Est-ce que les meilleurs entraîneurs dans l'histoire du sport, c'est les meilleurs athlètes? Très mauvais hein, de lever la tête comme il fait hein, sur la phase excentrique. Très mauvais. Take my hand, stay with me. And you'll blow my heart again. Please don't leave, take my hand. Drowning inside these walls of fear. Take my hand, stay with me, my dear. And you'll blow my heart again. Please don't leave, take my hand. Drowning inside these walls of fear. Take my hand, stay with me, my dear. Alors, comme Lucas l'a bien dit, en fait, quand vous voulez rattraper un muscle, il faut déjà faire la base, se rendre compte où la base ne fonctionne pas forcément pour vous, ou pas aussi bien que ça devrait fonctionner. Et après, il faut utiliser un peu son cerveau. Dans l'absolu, c'est toujours en développé. D'accord? Oui, c'est en développé en supination, oui, c'est la Smith, etc. Mais c'est toujours en développé. Et en fait, les bases restent les bases, il faut juste qu'elles s'adaptent à vous. C'est pas vous qui devez vous adapter aux bases, en tout cas, à partir d'un certain moment.
Alors, ça serait bien que tu nous dises ce que c'est que les bases. Parce que là, tu parles de bases, mais tu les as pas citées. Du coup, là, l'objectif est toujours la même chose, c'est de prendre des reps, c'est de prendre du poids, c'est de travailler le muscle que l'on veut, donc c'est de le cibler. Là, pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne pour moi, ça va pas forcément fonctionner pareil pour vous. Ça fonctionne pas forcément pareil aussi pour Lucas. Donc là, il a cité 3 bases pour lui. C'est augmenter le nombre de reps, augmenter le poids et cibler le muscle qu'on veut travailler. D'accord? Mais l'objectif reste le même. Mais en fait, c'est toutes les routes mènent à Rome, finalement. Et après, il y a la question du volume. C'est un truc qui revenait beaucoup. À un moment, c'était est-ce que faire beaucoup de volume, pas beaucoup de volume. Pour le coup, j'ai tout fait. Parce qu'il y a eu des moments où je n'isolais pas du tout les bras. C'était distraction et rien d'autre. Et il y a eu un moment, j'étais, vous allez peut-être pas me croire, mais j'étais à 60-70 séries par semaine. Et en fait, par muscle. Donc 60 séries biceps, 60 séries triceps. Ouais, ouais, c'était rigolo, mais c'est. Et en fait, l'objectif, c'est que, bah, évidemment, quand je ne faisais pas d'isolation du tout, ça n'allait pas. Quand je faisais trop de volume, je vais pas vous mentir, le pump, c'était magnifique, mais il n'y a pas de gain derrière. Et voire même, ça m'a usé les couilles. Ah, c'est évident parce que quand tu fais 60-70 séries, tu peux pas soulever lourd et aller à l'échec. Même sur une série, ça t'épuiserait complètement. Et là, il dit qu'il avait des problèmes articulaires en faisant ça. Bah, c'est évident, c'est un volume tellement énorme. Ton corps, il est pas préparé en fait. Petit bobo par-ci par-là. Il y a un entre-deux à avoir. Comme Lucas le dit souvent, le volume, c'est un véhicule, c'est un outil. Et pour le coup, je trouve qu'il image très bien la chose. Quand il y a un truc que vous devez absolument rattraper, ou c'est juste, c'est votre focus et vous le voulez, vous mettez le volume au max, tant que ça ne gêne pas votre récupération, tant que ça ne vous empêche pas de progresser, et tant que ça ne gêne pas trop au niveau articulaire ou d'autres muscles éventuels. Donc, si vous êtes dans une optique de rattraper les bras, tout ce qui est agoniste ou aux alentours, donc tout ce qui est épaule, dos et pec, ça doit être un peu en arrière, mis en maintien, et les bras, faut mettre à fond le volume dessus. Bon, là, c'est encore une pub hein, pour le système de Lucas qui consiste à cibler, enfin, son MyFitnessPal de l'entraînement, là, mettre du volume modéré, beaucoup de volume, bas volume, en fonction de son objectif. Moi, je vais vous dire, hein, et j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, si vous voulez cibler un point faible, comme il a dit, il faut revoir les bases. Mais les bases, c'est quoi? Les bases, c'est comprendre l'anatomie de ton point faible. C'est-à-dire, si je prends l'exemple du grand pectoral, il faut que j'arrive à comprendre ce qu'il faut que je fasse pour étirer le grand pectoral et pour le contracter. Donc, on éloigne ou on rapproche les deux points d'insertion. Les deux points d'insertion, humérus, sternum. Donc, je rapproche l'humérus du sternum, je contracte, je l'éloigne, j'étire le grand pectoral. Ça, c'est la première chose à comprendre. À partir de là, à chaque fois que tu vas faire un exercice, tu vas déjà visualiser ton muscle se contracter et s'étirer. Il faut aussi visualiser le sens des fibres du muscle. Sur un grand pectoral, c'est un muscle à angle, c'est-à-dire que les fibres du grand pectoral vont dans plusieurs directions, en éventail, donc voilà, dans plusieurs sens. Donc en fonction de la position du coude et de la trajectoire du mouvement, je vais être plus sur le haut, le milieu ou le bas. Et à partir de là, dès que tu vas faire tes mouvements, tu vas visualiser ton muscle et se contracter ou s'étirer. Ça, c'est la base. Après, il faut quand même choisir des exercices adaptés à toi et comprendre pourquoi certains exercices ne sollicitent pas le muscle que tu veux. Donc, si on reprend l'exemple du pec, pourquoi, si je fais un développé couché barre classique, je ne sens pas mes pecs? Pourquoi? Et là, filmez-vous, analysez et vous demandez conseil à des gens qui s'y connaissent. Vous pouvez me demander à moi, par exemple. Petite pub gratos. Et à partir de là, une fois que tu sais les exercices qu'il faut faire, une fois que tu ressens le muscle travailler, là, tu peux commencer à rajouter du volume. Mais mets pas le maximum de volume d'un coup. Vas-y progressivement. Cherche d'abord à mettre un peu de volume, tu mets l'intensité qu'il faut sur ce volume, ensuite tu rajoutes du volume, tu remets l'intensité, etc. Parce que si tu mets beaucoup de volume d'un coup, en fait, après, derrière, tu n'as plus de marge de progression, en fait. Tu as déjà mis le maximum de volume que tu peux. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Donc oui, pour un point faible, il faut du volume, il faut aussi de la fréquence d'entraînement, mais il faut y aller progressivement. Pour les faire pec et dos et épaules. Et encore une fois, j'en avais parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais admettons que j'ai un point fort épaule, un point fort triceps et un point faible pec. Et que je veux corriger ce point faible pec. Et je vais mettre maximum de volume sur les pecs, et je vais diminuer le volume sur l'épaule et sur le triceps. Donc là, mon pec va progresser. Mais est-ce que c'est mon pec qui a progressé et qui est revenu au niveau des épaules et des triceps? Ou est-ce que c'est pas mes épaules et mes triceps, étant donné que j'ai mis moins de volume, qui ont un peu régressé?
et mon pec a un peu progressé. Et finalement, j'ai l'impression d'avoir développé mes pecs au niveau de mes épaules triceps. Mais en réalité, non, c'est juste que les épaules triceps ont régressé. J'espère que j'ai été clair. En même temps, à un moment, il y a un truc, ça va mal se passer. Donc, rappelez-vous juste de ça, au niveau de la modulation du volume, quand vous faites vos exos, même des trucs basiques comme ça, peut-être tout le monde, il y a un peu d'épaule, il y a un peu de pec, et il y a un peu de triceps aussi. Please don't leave me. Perso, il m'a toujours reproché un truc, bien sûr, plein de bienveillance. C'est trop, Lucas. Au niveau de mes respos, l'effort que je mets dans la série. En vrai, c'est trop. Et il a raison. Parce que de temps en temps, tu laisses la musique, tu laisses l'émotion, tu laisses je sais pas quoi. Amener une série, probablement un petit peu trop loin. Et comme je dis souvent, c'est séduisant un effort maximal. C'est séduisant un échec. Donc un échec, c'est un raté, un passage. Mais ça porte bien son nom, ouais. Si tu as la barre qui est sur toi et que tu essaies de pousser pendant 45 minutes, typiquement la première rep que j'ai fait, bah, faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment la meilleure chose que tu peux faire pour réussir à accumuler suffisamment de séries dans ta semaine productives pour que tes bras ils passent de 42 à 43, puis 44, puis 45, en l'occurrence avec la journée, avec la vidéo d'aujourd'hui, ouais. Pas vraiment. Donc, En fait, déjà, je vais leur reprendre sur un truc. Ils parlent d'accumuler suffisamment de séries sur la semaine, c'est-à-dire suffisamment de volume d'entraînement sur la semaine. Moi, ce que j'ai pu remarquer quand même avec l'expérience, c'est que ce qui est beaucoup plus déterminant que le volume sur la semaine, c'est d'abord le volume sur la séance. On a beaucoup sous-estimé l'impact du volume d'entraînement sur une séance au profit du volume d'entraînement sur la semaine. Mais en réalité, privilégier le volume d'entraînement sur une séance. Surtout à mesure que vous progressez, pas si vous êtes débutant ou intermédiaire. Et ensuite, là, il parle du fait de pousser des séries trop loin, qui va t'épuiser, te fatiguer et t'empêcher de faire plus de volume. Mais en fait, c'est tout le compromis entre volume et intensité que vous mettez dans les séances. Il faut bien se dire que chaque séance sont imbriquées les unes aux autres. Donc si vous vous donnez à fond à chaque séance sans penser au lendemain, évidemment, vous n'allez pas durer, vous allez finir par vous épuiser, par vous fatiguer. Donc, à un moment donné, il y a un volume idéal pour chacun, d'accord? C'est pas le même pour tout le monde. Bien sûr, il y a des fourchettes scientifiques qui sont prouvées, mais en fonction de votre niveau, eh ben, il y en a 6 séries, ça va suffire, et il y en a d'autres qui vont devoir monter à 16, 20 séries, parce qu'ils ont beaucoup plus, ils peuvent se permettre de faire plus de volume. Donc ça se trouve, d'où la notion de progressivité, d'individualisation de l'entraînement et de planification, d'imbrication des séances les unes avec les autres. ça peut marcher, mais tu dois faire beaucoup moins. Et on a vu que le moyen le plus facile de progresser, pratique, j'ai envie de dire, même de progresser jusqu'à ce que, c'est de jouer avec le volume de séries effectifs. Et comment tu additionnes suffisamment de volume effectif, de séries effectives, en étant capable d'en additionner. Et si toutes tes séries, tu t'inventes lucifère et tu fais des doubles respos comme moi sur toutes tes séries sur tes polyarticulaires, donc tu n'as que des top 7, tu vas faire peu. Donc tu pourrais toujours avoir des résultats sur peu, mais ce serait plus fatigant et moins productif que si tu n'invoquais pas tes démons et que tu réussissais du coup à faire plus. Ouais, mais là, quand il dit si tu n'invoques pas tes démons, tu te laisses aller à l'émotion, c'est parce que son entraînement, il n'est pas planifié. À partir du moment où tu as un entraînement qui est planifié, qui est bien réglé, précis, etc., et que tu suis ta progression, donc tu t'entraînes selon des cycles de progression, tu sais à chaque séance ce que tu dois faire. Et donc, l'intensité et le volume sont très bien ajustés. En plus, c'est le premier à dire quand j'écoutais ces arguments, pas d'émotion, juste un système. Visiblement, il respecte pas ça, il se laisse aller à ses émotions. Du coup, deuxième exo, on passe sur du incline à la Smith toujours. Là, l'objectif, ça va être plutôt de switcher sur un développé un peu plus épaule, avec un peu de haut leg et toujours un focus sur les triceps. Alors, on pourrait se dire, attendez, tu fais épaule et le focus, il est sur les triceps. Alors, j'ai pas dit le focus, c'est juste que c'est un 3 en 1. Ouais, ça s'appelle un exo polyarticulaire, hein, dis-le simplement. Le truc est très simple. Sur un exo comme ça, quand vous voulez le faire correctement et de manière assez safe, tu peux pas prendre en fait trop large. Tu peux pas avoir une prise là comme ça. Sinon, quand tu es en bas de 6 épineux, c'est spirone tendinite, par calcification, du coup, il faut une prise un peu moyenne. S'il y a une prise moyenne,
composante de flexion-extension de coude, elle est beaucoup plus présente. Et sur un max comme ça, très vertical, il y a beaucoup plus d'accent sur la longue portion des triceps. Et parce que l'amplitude est plus grande, le coude descend plus bas, il va aussi du coup monter plus haut. Donc c'est presque, je suis pas en train de dire que c'est un exo triceps, mais en fait c'est impossible de ne pas travailler les triceps là-dessus. Bah, ça s'appelle un exo polyarticulaire, oui. Bah, là, il a raison. Mais en fait, pour moi, ils sont en train d'essayer de complexifier quelque chose qui est simple, en fait, hein. C'est un exercice qui sollicite plusieurs articulations, plusieurs muscles. Donc, en fait, là, ils sont pratiquement en train de faire une séance push, hein. Ils font que des exos de poussée. Et ils ont modifié les exos de poussée pour que ça sollicite de manière équilibrée à la fois les pecs, les épaules et les triceps. Pour moi, c'est ce qu'ils font. Voilà. Il n'y a pas d'isolation, c'est que du polyarticulaire. On fait du partiel bas à la limite. Si on fait que la première moitié du mouvement tout en bas, là effectivement on peut un peu isoler trek épaule, mais là c'est pas l'objectif dans tous les cas. Et voilà. Par rapport à ce que Lucas a dit tout à l'heure, il y a un truc, il y a plusieurs nuances en fait, je ne sais même pas par où commencer. Premièrement, il y a un truc, alors je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Le truc c'est que, si je peux ajouter mon petit two cents, c'est que le volume, comme on l'a dit, c'est un moyen d'arriver et parvenir à vos fins. Il y a beaucoup de personnes, notamment récemment, depuis un an à peu près, avec le retour du HIIT, Matt Menser et tout machin, qui se disent je vais aller à l'échec, je vais me tuer sur une série et basta. Le truc, c'est que c'est très rare de voir des physiques très développés avec cette méthodologie d'entraînement. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis vraiment d'accord avec ce qu'il dit. C'est devenu la mode maintenant de prôner le haute intensité training, donc très peu de volume et maximum d'intensité. Et en réalité, c'est pas du tout le plus efficace. Et là, c'est bien qu'il le dise. Ça, pour le coup, c'est bien. Plusieurs raisons. Premièrement, c'est pas parce que vous allez à l'échec que ça va compenser le fait qu'il n'y a pas assez de volume. Le volume, ça Vrai. permet d'accumuler plus de travail, plus de tonnage. Il y a des gars qui ne mettent pas d'intensité, qui font full volume, ils ont une bonne shape. Pourquoi? Parce qu'il y a du volume. Il y a des gens qui mettent full intensité, ils n'ont pas de shape. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intensité, mais il n'y a pas assez de volume. Donc, il ne faut pas trade tout le volume pour toute l'intensité. Ça marche pas, ou en tout cas, c'est très rare. Deuxièmement, nota bene, par rapport à Mike Metzer lui-même, il avait déjà une énorme base C'est vrai. C'est vrai. quand il a commencé à faire le HIIT. Et j'en avais parlé dans ma vidéo où j'analyse Samuel Hartmann. Je sais pas si c'est l'entraînement avec Stéphane ou juste Samuel Hartmann tout seul. Mike Menzer, faut bien comprendre qu'il a apparu, enfin, sa méthode est apparue en opposition aux méthodes Vedder, de Joe Vedder. Joe Vedder, Vedder. Et lui, qui était un peu le pionnier, l'entraîneur des champions, etc. Et donc, Mike Menzer, en plus, qui détestait Arnold qui était le poulain de Joe Vedder, bah, forcément, Mike Menzer, il a apparu avec une méthode un peu à lui, différente de tout ce qui se faisait, un peu en opposition, en controverse, et pour se faire aussi sa renommée. Mais avant d'utiliser sa méthode haute intensité training, il avait déjà une excellente base, il faisait beaucoup de volume, et d'ailleurs, quand vous regardez sa méthode d'entraînement dans les détails à Mike Menzer, il était très long de faire qu'une série par muscle. En fait, il faisait beaucoup de séries d'échauffement où il augmentait le poids progressivement, et en fait, ça compte comme du volume, ça. 20 ans, regardez les photos de lui à 19 ans, il était déjà quand même pas mal. Donc on pourrait dire génétique et tout, etc. Peut-être qu'il est passé au next step avec le HIIT, je dis pas l'inverse, mais en fait il avait déjà une base avec une capacité d'encaisser. Il y en a beaucoup d'entre vous qui peut-être vous commencez, ou en tout cas vous n'avez pas la même capacité d'encaisser au niveau du tonnage, donc vraiment le total de poids soulevé sur la séance, et vous vous mettez directement là-dedans, ça ne marche pas. Et ensuite, Non seulement ils n'ont pas la même capacité d'encaisser sur le tonnage, c'est-à-dire sur le volume dans la séance, mais en termes d'intensité. Mettre de l'intensité sur une série, ça s'apprend. C'est dur hein, de mettre de l'intensité sur une série. la notion de l'échec, comme Lucas l'a montré, ou en tout cas il en parlait avec intensité, c'est que moi je me dis toujours, et là vraiment, là c'est notre génération, on a été chanceux, on a été sauvé par Rudy Toya, Gundil et tout, c'est qu'on nous a toujours dit que voilà, aller à l'échec et aller proche de l'échec, c'est globalement la même chose. Aller à l'échec, c'est un peu mieux, mais en fait ça coûte tellement cher par rapport à ce que ça apporte qu'en fait flemme. En fait, aller à l'échec, il faut que ce soit planifié. Voilà, faut que ce soit planifié dans son entraînement. D'où le fait que les entraînements et les séances sont des briques qui s'imbriquent les unes avec les autres. C'est du RIR 1, RIR 2 peut-être même, c'est vrai que voilà, si je déchaîne les enfers, etc., je pourrais faire une de rêve de plus, mais en fait ça me tue. Ça me tue, et je suis censé travailler après. Il y a d'autres choses que la muscu dans la vie. Et en fait, vous êtes seulement drainé mentalement au niveau du système nerveux central. Après, il faut dormir 10 heures, il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas bouger, et voilà. Et ça, c'est vrai que c'était un truc, quand Lucas était revenu en face, on s'était entraîné, on avait fait des séances et tout, notamment ça c'est en jambes. Il faisait 4x15 à la presse avec des restos. Je dis, qu'est-ce que je dis, mais Lucas, mais ça va pas, mais t'as rien à faire après. Il me dit, c'est ça, c'est si, pourquoi? Je me souviens que c'était en jambes là.
Et je l'ai fait avec lui, je suis rentré, je suis resté allongé sur le canapé 1 heure. Je regardais personne, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'en pouvais plus. Donc évidemment, c'était parce que je n'étais pas habitué et que lui, il est plus conditionné que moi sur certaines choses, évidemment. Mais c'est aussi que peut-être c'était pas aussi utile que. Ou peut-être que c'était un peu trop, peut-être qu'au niveau de la fréquence, etc. En tout cas, moi, ça ne me convenait. Ouais, bah c'est bien ce qu'il dit, parce qu'en réalité, en fait, oui, il fait 4 x 15 à la presse avec des rest pauses et tout, forcément, si tu veux développer des cuisses et si tu veux maximiser tout le développement musculaire possible, faut tout donner à l'entraînement. Mais le problème, c'est qu'on a tous une vie à côté et on peut pas se permettre de dépenser autant de ressources dans l'entraînement. Et effectivement, ça, c'est un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des périodes dans votre entraînement, vous verrez, vous allez remplir à fond de volume, vous allez pousser au max, c'est ce que je fais actuellement moi, pour les bras. Il y a un moment, je vais avoir trop mal au coude, des petites douleurs, hein, pas des vrais trucs graves, mais juste des petites douleurs. Mais oui, mais pourquoi? Parce que tu as mis trop de volume d'un coup, tu y es pas allé progressivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je back off. J'ai été obligé. Je vais retirer 20-30% du volume, 40% même du volume, sur quelques semaines, et après je vais revenir. Et en fait, c'est cette espèce d'ondulation qui permet déjà de progresser, qui permet aussi de voir au niveau des exos, bon, bah, ça, faut que je jette, ça, faut que j'arrête, ça, faut que je change. Alors attends, excuse-moi, hein, mais vu ton niveau et le nombre d'années que tu as d'entraînement dans les pattes, tu dois déjà savoir les exos qui te conviennent, hein. Si tu sais pas les exos qui te conviennent à son stade là, excuse-moi, c'est louche. Etc., etc. Sans parler du matos des salles de sport élevées. Donc voilà, tout ça, c'est intermêlé. Et en fait, au tout début, vous embêtez pas. Et en fait, au fur et à mesure, le plus vous allez avoir d'obstacles sur votre route, plus il va falloir peut-être se poser la question de. C'est toujours pareil. C'est en fait, au début, prenez une clé. La clé à répare à fixe tout. Après, il va falloir le set de clés. Après, il va falloir la boîte à outils. Et après, il va falloir le truc, le mécano, il y a les clés de 1 à 40, à 46. Et voilà. Donc, c'est ce que je voulais attendre. On se passe le podcast en salle comme d'habitude. Tu comprends pourquoi on aime bien ça, hein. Tu vois? Là, je peux me reposer là. T'as une vidéo de musculation côtière, même pas besoin de parler. J'adore. Ce 2 plaques, si je te vois faire ça, je vais taper un 3 encore, mais. Mais non. De par chest, c'est comment dire. En gros, ce que je fais sur les développés verticaux, sachant que c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de facilité. Beaucoup de facilité à développer les fibres hautes de mes pecs. C'est que j'essaie d'éviter d'avoir ça en fait. Tu vois, Erso, il est vraiment cage ouverte, prise un peu plus large que moi. Et la poitrine haute, quoi. Moi, à l'inverse, là, je suis limite un peu plus crunchy, un peu plus droit. Et j'essaie d'avoir un maximum d'exécution sans vraiment tirer le pec pour vraiment maximiser à nouveau, même si à un moment pour l'articulaire, on arrive toujours. Maximiser l'antérieur, le triceps aussi, hein. Aujourd'hui, moi, c'est du tri, donc si j'ai un maximum dans le petit du coude, ça me va également. Et en l'occurrence, là, c'est vraiment le cas. Et je le sens bien, je commence à avoir les tri bien plein, tu vois. Comme ça. Alors, toi, tu seras à 30, moi, je serai à 22-24. Alors ça, j'ai jamais compris, et peut-être que là je me trompe, hein, mais l'intérêt de faire un curl marteau en faisant une rotation interne de l'humérus. J'ai jamais compris. L'intérêt de faire du curl marteau, c'est de solliciter donc bien sûr bah, les muscles fléchisseurs du bras, un peu plus le long supinateur, un peu plus le brachial qu'on voit pas trop là, plutôt que le biceps. Ça sollicite le biceps, hein, mais un peu plus le brachial et le long supinateur. À quel moment le brachial et le long supinateur ont une fonction de rotation interne? Ça, je sais pas. Je sais pas. Donc, je comprends pas l'intérêt de faire une rotation interne du bras. Enfin, de l'humérus, quoi. Je vois pas. Peut-être trop fort, en fait. Est-ce que si je te dis que je laisse à 38-40, mais ça m'étonne que tu fasses pas pareil. À mon avis, tu peux, c'est juste comme tu le fais jamais, bah ouais, bah. Mais là, ceux qui raisonnent avec un schéma de pensée très simpliste vont dire ouais, mais attends, regarde ses bras, regarde tes bras, je vais écouter lui. Bah, si vous raisonnez comme ça, malheureusement, je peux rien pour vous. C'est moi, les bras, je suis vraiment feignant. À 40, ce que je fais, c'est que soit je fais un bras, comme ça, soit. Mais là, tu l'as fait en normal, tu l'as pas fait en traversée, toi, c'est merde. correct, hein. Ouais, j'avoue. Je sais pas. De toute façon, tu t'envoies les couilles. Ouais, mais c'est pour au moins l'idée, quoi, que je fasse pareil. Ok, maintenant qu'on a fait du tri, il nous emmène dans plus la flexion, avec du curl marteau. Et je crois pas que vous êtes prêts, parce qu'il m'a annoncé la charge de travail. C'est quoi, autant là-bas, j'ai essayé de le suivre,
Autant là, c'est ma charge de soulevé terre ventre tendu, donc euh, pas compte. Difficile. Je déconseille énormément cet exercice. Je fais une parenthèse. Moi, je l'appelle l'arrache pec biceps parce que là, on est en position très très étirée pour les pecs. Lui, en plus, je crois pas qu'il a les biceps longs, hein. Là, on voit, ils sont un peu courts, donc il risque de s'arracher les biceps. Très très mauvais. Je vais redire ce que j'avais dit dans je sais plus quelle vidéo d'analyse, mais c'est Tom Platz qui s'était entraîné avec Arnold. Je crois que c'était pour l'Olympia 1980 ou 82, un truc comme ça, bah, qui s'était arraché les pecs en faisant arraché les biceps, pardon, en faisant cet exercice. Donc ne le faites pas, ne le faites pas. Franchement, il y a beaucoup mieux. Encore une fois, tout dépend de la morpho-anatomie. Il y en a pour qui c'est bien de le faire et à qui ça va convenir. Mais il y a mieux, il y a mieux. Pitbull. Tu fais bien, arrête de fibrer. Fais bien. Là, il s'est musclé et sec. C'est ça. Ouais, je suis musclé. J'ai l'impression quand j'ai terminé ma série, j'ai l'impression de faire que la moitié du mouvement. Et il me disait c'est pas grave parce qu'en fait, finir ton mouvement sur ton cœur ici, ce serait en fait commencer une élévation frontale, donc c'est pas forcément nécessaire par rapport à la cible qu'on a qui serait plus C'est ça. au niveau du biceps et du brachial, j'imagine. C'est ça. En fait, on fait du curl marteau, donc lui, il fait du curl marteau classique. Moi, je fais une variante, c'est du curl marteau en travers. En anglais, ça s'appelle du pinwheel curl. J'avais appris ça il y a des années de John Milo, le regretté. Mais en fait, c'est un curl marteau qui met un poil plus accent sur le brachial que sur le brachioradial. Donc moi qui avais un point fort avant-bras, épaule et le biceps, je sais pas comment fouler, mais même quand je pliais le bras, il bossait pas. Ça l'a forcé en fait à travailler et à mettre plus d'accent sur le bras plutôt que l'avant-bras. Et en fait, quand on regarde au niveau anatomique, très simplement, le biceps c'est biarticulaire, c'est l'épaule et le coude. Brachioradial, c'est monoarticulaire, c'est le coude et il s'attache quelque part sur l'avant-bras. Et le brachial, en fait, c'est pareil. Limite, en fait, le brachioradial et le brachial, c'est le même muscle qui a été coupé en deux au niveau du coude. Mais c'est monoarticulaire. Donc en fait, si vous faites ça, il travaille. Faire ça, ça va pas forcément changer grand-chose, sauf pour le biceps. Donc quand vous êtes en suppi, faire des mouvements de curl comme ça et finir au vite fait comme ça, oui. Quand vous êtes en train de faire du curl marteau, si le mouvement s'arrête là, en fait, globalement, vous avez fait tout le taf. Et dans quelques cas, c'était ça, c'est qu'à la fin, Ouais, d'accord, mais ça m'explique pas pourquoi il le fait de travers. vous voyez, il monte pas aussi haut que ça, mais en fait, le taf est fait. Et l'avantage du curl marteau, peu importe l'angle, l'axe, voilà, c'est que c'est un 3 en 1. Sur la prise neutre, vous travaillez tous les fléchisseurs des coudes, donc brachioradial, brachial, biceps. Donc en fait, en premier exercice, j'aime beaucoup faire ça. Pareil, j'ai appris ça de John Milo, et ça se tient. Ça permet d'échauffer l'articulation du coude. Donc au niveau du tendon du biceps, tout ça, ça permet de bien chauffer, éviter quelconque problème, tension, Ah là, vu la charge que tu mets, c'est plus un échauffement là, hein. cure, etc. Le 3 en 1, ça vous permet de taper un curl lourd dès le départ, en exo presque poli, entre guillemets. Ça peut être action neutre, ça c'est pareil. Et après, ça vous ouvre la voie sur le reste. Et au niveau de la courbe de résistance, on est sur un truc qui pique au milieu du mouvement. Parce qu'en pause, là, il n'y a rien en haut qu'en bas. En haut, il y a presque moyen de se reposer. Le plus dur, c'est là, en fait. Donc, on est sur un truc assez classique, finalement, comme les poids libres. Et ça vous permet de taper dedans et pas trop vous poser de questions. Et comme vous tapez tout, en fait, sauf s'il y a vraiment un énorme écart entre un fléchisseur et un autre, bah, vous travaillez le bras de manière assez uniforme. Vous travaillez aussi beaucoup la poigne parce qu'il y a moins de flow. Et donc, ça permet d'homogénéiser un peu le développement du bras. Donc, s'il n'y a pas de gros problèmes, par exemple, un tout petit avant-bras avec un gros biceps ou un énorme avant-bras avec un petit biceps, en vrai, ça passe. Ouais, bon, c'est bien qu'il précise s'il n'y a pas forcément de conflit anatomique, ça passe, mais j'ai l'impression que c'est vraiment les entraînements à la mode à notre époque. C'est de prendre des exercices qui tapent un peu dans tout à la fois, un peu comme ce qu'ils ont fait pour au début de la séance. Ils voulaient cibler les triceps, mais en même temps, ils faisaient en sorte que ça sollicite les pecs et les épaules. Et maintenant, ils font des exercices qui sollicitent un peu tout, ils se prennent plus la tête, ils poussent lourd dessus. Ça, c'est un truc que j'ai jamais trop compris vis-à-vis des mecs qui le font tout à la fin. Quand le biceps il est déjà mort et que l'avant-bras il n'a pas été travaillé.
parce que du coup, vous vous faites chier à travailler ça en submaximal, alors que ça, c'est déjà tué, alors qu'en fait, vous avez une option que dès le départ, ça passait mieux. Donc voilà. Ouais, je sens, hein. Je sens que je vais courbaturer parce que c'est vrai que j'ai jamais cette simulation vraiment là. Alors que effectivement, vu que je fais toujours pas mal de suppi et je touche jamais à l'avant-bras, on va dire, les biceps fait très vite. Après, vous avez perso de base dans WoW là. C'est vrai, au début du jeu, quand les gars sont à poil. Un truc que je viens de penser, c'est au niveau de l'exécution, du coup, parce que ça peut aller très vite à tricher, soit à hausser l'épaule comme ça, soit à faire un truc avec de l'élan. Un moyen mémotechnique que je me donne moi, c'est de me dire que je fais une pause en haut de 1 seconde. Alors la pause, je la fais pas, hein, je suis sûr si vous regardez la vidéo, vous chronométrez, il n'y a pas une pause de 1 seconde quand j'arrive en haut. Mais en fait, le simple fait de me dire que je curl et que là, il faut qu'il y ait presque un temps mort avant de repartir, et ça me force à rester honnête. Je peux pas faire ça. Mais je peux pas prendre les 50 et comme ça. Je suis obligé de comme ça. Et ça change tout. Ça change tout. Donc faites et puis vous m'en direz tant. Je me souviens, tu avais partagé ça aussi sur le tirage nuque quand on avait fait la vidéo. Ouais, les exos de dos, ouais. Quand t'as du mal à le sentir, tu te poses en bas. Pas au milieu, pas ralentir la descente ou je ne sais pas, juste la petite pause quand t'arrives en bas du mouvement. Et bien souvent, s'il y a un truc qui veut pas travailler, ça le remet d'écart. Ouais, bah tu vois, rien que ça, moi, ça m'a permis de fixe, donc réparer, ou construire, on va dire, mon mouvement de comment ça s'appelle déjà? De traction nuque, quoi. C'est qu'avant, je blastais juste, tu vois. Et la petite pause en bas, il m'a fait 2 séances, une, 2 où je le faisais, et ma forme a été reset. Ouais. Donc c'est parfait. Les premières fois que j'ai fait ça, moi, c'était les trapèzes inférieurs. Une crampe au milieu du dos. J'avais 2 petites boules, c'était bloqué. Ouais, exactement. Ah là, ça fonctionne là. Ouais. Et un truc que j'ai toujours fait pour nettoyer mon squat quand je faisais du squat, bah c'était le pose rep. Vraiment, il te faut juste une semaine et tout d'un coup, tu retrouves ton confort dans le trou, là, comme ils disent, et tout d'un coup, c'est reparti. Exactement. Ouais. Les adducteurs, ils savent ce qu'il faut faire. Là, du genou, ils comprennent où il faut aller. Ouais, t'as pas peur aussi, c'est pas mal. Oui, c'est vrai. Bon, j'ai avancé un peu là. Donc là, ils vont faire des dips, je pense, pour les triceps. J'avance parce que ça devient long. On a déjà dit pas mal de choses. Ah, mais pas l'air tu vois, en vrai, je réfléchis là, c'est bien qu'elle ait pas beaucoup de ROM. Ça te permet de pas avoir trop de mouvements d'épaule, en fait. Moi, je sais pas ce que j'ai avec l'amplitude, la grande amplitude. C'est peut-être mes longs segments qui fait que j'ai du confort dans le grand sans me faire mal parce que je suis étroit, j'en sais rien. Mais du coup, là, je comprends ton bail d'isolation avec ça. Parce qu'on a vraiment l'impression que tu fais une extension triceps lourde, tout simplement, tu vois. C'est ça. Exact. Alors que moi, je sais pas si tu vois, j'ai envie de mettre de l'épaule. En fait, c'est peut-être ma recherche perpétuelle du pec, tu sais. On a grandi comme ça, tu vois. Qui fait que. Mais là, quand je voyais ton mouvement, je me disais, ah oui, j'avoue. Mais Et tu vois, ça, ce serait, si jamais on devait faire des. c'est parce qu'ils n'ont pas la même longueur de bras, tout simplement. Lucas, quand il va être en phase excentrique, il va remonter l'humérus beaucoup plus haut, ce qui engage l'épaule et le pec. Tier list d'exercices. Pour moi, ce qui n'existe pas, le S-tier. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien qu'ils disent que les tier lists d'exercices n'existent pas. Je l'avais dit aussi dans une vidéo. Ça n'existe pas. Tous ceux qui vous font des tier lists d'exercices, meilleurs exercices pour top 5, machin, c'est faux. C'est du bullshit. C'est juste pour faire du contenu. Parce qu'en réalité, le meilleur exercice dépend de vous. Ce serait le polyarticulaire modifié pour maximiser l'action maximiser l'action du muscle que tu veux développer en priorité sur ton mouvement polyarticulaire, tout en faisant un mouvement polyarticulaire. Ce sera le S-tier, tu vois. Comme je disais, les vidéos trop critiquées les modifications d'exercices, alors que Chaud donc tel va passer. Et c'est pour ça, du coup, on n'a jamais fait de tier list en vidéo. C'est du contenu pour elle, c'est vraiment pour farm. Et ça, en fait, ça tient pas la route parce que, par exemple, tier list exo quad, Lucas et moi, le squat, on met en B tiers, on met les chaussures d'altéro, on se met sur une Smith ou on se met dans un rack, et là, d'un coup, ça devient du A tiers. Il a totalement raison. Ah oui, ça devient du A tiers. C'est le même exo? C'est le même exo? Donc, voilà, pareil, là, le truc, là, le dips, son setup à lui, il a toujours un tout petit peu de pec, il veut faire une certaine amplitude, il a les triceps, évidemment, mais voilà, moi, je suis limite, je refais le même mouvement sur une extension à la poulie debout, quoi, genre comme ça. C'est pas pareil. Il y a des gars, traction suppi, curl bar normal, les biceps, tumeur stage 4. Moi, j'étais à 60 comme ça voulait pas. J'étais bloqué à 42 de bras. Donc voilà, tier list.
Maximal, mais ça sera difficile de reproduire parce que tu aurais fait ça avec plus lourd. Mais ça veut pas dire que c'est à chier. Mais pars pas du principe non plus que si tu es confortable sur tes premières reps, c'est un bon signe à ce moment-là. Parce que c'est pas vraiment le cas. L'inconfort sur les premières, ça indique que c'est lourd et qu'est-ce que tu veux faire pour avoir le chemin le plus facile possible au niveau progression. Bah, que ça soit toujours lourd un peu en fait. Donc tu vois, le seul moyen c'est pas faire ce que j'ai fait, donc pas parler pendant sa série et blaster. Et là, quand c'est léger comme ça, là, donc 10, 12, 15 plus, pense pas à répétition réserve, ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Ça, c'est du discours pour le autour du 10. Quand t'es trop, tu fermes les yeux et tu changes un peu ton système d'effort parce que tu te dois d'aller à cet effort ultra maximal si c'est trop léger pour essayer de rattraper ton erreur au niveau du choix de la charge, hein, ce que j'ai fait typiquement. Ouais, mais si dès que tu commences ta série, parce que bon, là déjà, s'il se trompe sur le choix de la charge, c'est parce qu'il connaît pas l'exercice. Donc d'où la nécessité de faire tout le temps les mêmes exercices une fois que vous avez trouvé les bons exercices pour vous. Mais si dès tes 2-3 premières reps, tu sens que c'est trop léger et que tu vas faire 25-30 reps avec la charge, arrête ta série, hein. Arrête ta série, tu remets la bonne charge, tu augmentes le poids, tu te reposes 2-3 minutes, et là tu démarres ta vraie série. Donc voilà, petite value pour toi. Et quoi que t'as sous la bretelle léger sur l'épaule, tu t'es fait mal? Ouais, là. Du rouge? Ouais, des petites traces, on dirait, t'as un petit pelé. De l'eczéma, tu veux dire? Hein. J'ai la même ici un peu, non? L'eczéma, ok. Ouais, ma Oui, peau, je cherche pas. Un peu d'humidité, plaque. J'en ai parfois, hein. J'en ai là. En été, je peux même pas baisser les bras trop longtemps. Enfin, je le fais parce que j'ai pas le choix. J'ai des plaques ici. C'est pour ça aussi que je raconte ma vie, on s'en fout là, mais je mets jamais de montre, je mets jamais d'access. Parce que tout ce qui est humidité, ça me fait des plaques. Je sais plus qui disait ça, mais peut-être c'était McFadden. Je sais pas si ça te dit quelque chose dans les premiers mecs. C'était fin 19e, c'était quand c'était Body, Force, Santé, croisement, tu vois. Et il disait des systèmes, t'as le système de la peau, t'as le système au niveau dentaire et t'as le système des cheveux. Et globalement, t'as toujours au moins un normalement qui est ultra fort, c'est en bonne santé, voire deux, si t'as de la chance. Avoir les trois en même temps, c'est ultra chaud, effectivement. Parce que là, c'est ça. Parce que les dents, t'as plein dans des preuves de dents. Par contre, effectivement, t'as la peau très sensible et les cheveux, pas un pet. Moi, la peau, j'ai jamais rien de ma vie. Quand j'ai eu un truc dans la peau, vraiment, j'étais pas bien. Les dents, que dalle. Par contre, les cheveux, les cheveux, les poils, tout ça, il y a un petit truc qui va pas direct à part. Ah, c'est intéressant, le fait que tout s'équilibre. C'est ça. Comme en culture. Ouais. Par peut-être avec des points forts, des points faibles, mais au fur et à mesure, tu peux faire en sorte de normalement. Et tu sais, en maudit, on dit s'il y a un truc fort, ça veut dire qu'il y a un truc faible. Exactement. Donc, c'est pour ça que je disais dans la vidéo, là, que j'ai fait, je sais plus quand, les abdos, là. Je disais, si t'as rien de fort, ça veut dire que t'as rien de faible et c'est pas dégueu, en vrai, dans la... Ah non, tu peux ne rien avoir de fort et avoir tout faible, hein. Ça existe. Malo, t'as pas de chance, mais ça se peut. Sachant qu'on cherche un équilibre quelconque, que ce soit entre ces ratios califeu, calident et calipo, ou alors calido, calibrin, calipec. Très intéressant cette vidéo. Je t'y attendais pas. Non plus. Ça, c'est un truc, d'ailleurs, je m'étais dit, c'est il y a 2 jours, je crois. J'avais fait une séance de jambes, j'avais tapé un posing juste après pour checker la chaîne. Je me suis dit, putain, mais mon dos, il pue la merde. Et en fait, c'est pas que mon dos pue la merde, je pense. Donc, j'ai pas perdu du dos. C'est juste que maintenant, j'ai tellement été habitué à avoir le dos qui survolait absolument tout le reste du corps. Maintenant que j'ai tout catch-up sur le reste, il sort moins, en fait, le dos. Mais il est toujours aussi bien, voire même mieux qu'avant. C'est juste que maintenant, comme tout a rattrapé, comme on a fait le catch-up game. Est-ce que t'as pas fini, Julien? Je sais pas. Est-ce que t'as tout rattrapé Est-ce que t'as ramené les autres muscles au niveau de ton dos ou est-ce que c'est ton dos qui a un peu régressé et les autres muscles ont un peu progressé? Toujours la même question. Le point fort qui est devenu un point normal. C'est ça. Et que maintenant, je veux dire, en fait, j'ai de la marche. Putain, t'as bien le gré de lâcher MPG, hein. T'as bien le gré de lâcher, hein. On va avancer. Bon, Il ensuite, restera un peu de gras et... curl Ça fatigue. va pas. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire, je pense, sur un curl Larry Scott. Moi, je... Oh, Une sortie en bateau, ça ne s'improvise pas. Ça se réserve sur Get Your Guide. 30% moins cher, un paiement en plusieurs fois, des créneaux disponibles 7 jours sur 7. Alors ça aide à réussir son permis. Orimicar, première auto-école de France. Je suis pourri au niveau des biceps. Et ça, c'est un exercice, sur cette machine spécifiquement, que j'ai jamais aimé. Et en fait, maintenant que j'entraîne ici, je me suis rendu compte que j'ai jamais aimé parce que la machine était déglinguée, elle était usée,
Et elles étaient peut-être aussi mal montées. Je l'ai vu 2 fois ça. Je savais pas. Ouais, bah ça, les machines, j'en ai parlé, hein, franchement, tous ceux qui s'entraînent sur des machines, par qui sont construites les machines, la plupart du temps, c'est pas des pratiquants de muscu. Et quand c'est des pratiquants de muscu, qui vous dit que la machine, elle va être adaptée à différents types de gabarits, quoi? Regardez son gabarit, prenez une fille de 50 kilos, est-ce que la machine va être adaptée aux deux? Bon, allez, franchement, je pense que même s'ils disent plein de trucs intéressants sur lesquels je peux rebondir, je pense que j'ai dit beaucoup de choses dans la vidéo. Je veux pas qu'elle soit trop longue, donc je pense que je vais arrêter là, parce que de toute façon, on a bien vu, voilà, on a bien vu un peu tout ce qu'ils disent. Je pense qu'on a fait un état des lieux assez complet. Voilà, je vous laisse là, pensez à liker, commenter, partager la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et puis nous, on se revoit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!